Alors, a priori, vous n'aviez pas le son, c'est ça? C'est ça. Ok, donc je vais Pas remettre mieux. si tout va bien. Est-ce que c'est mieux? Pour l'instant, oui. Oui, C'est ça bon? marche. Ok, parfait. Donc je vais Parfait. reprendre, je ne sais pas à quel moment je vous ai perdu, je vais reprendre du coup depuis le début. Euh, à nouveau, merci en fait à toutes et à tous de participer à ce webinaire et à ce nouveau temps fort de la communauté Machine 5.0 Grand Est. On poursuit le travail sur l'IA au service des fabricants de machines et d'équipements. Et donc, on est réunis aujourd'hui pour une session qui est une session de webinaire expert, donc où on travaille plutôt un axe qui est celui de la veille et du ressourcement. Vous allez voir avec un menu que je vais vous présenter après. Juste en préambule, si vous voulez bien, et désactiver vos micros et puis prendre quelques secondes pour compléter les trois premières questions, trois, quatre premières questions en fait dans le formulaire Forms. Vous avez le QR code qui est ici à gauche et vous retrouvez le lien dans le chat. Donc pour ce qui est des interventions, aujourd'hui, je suis aux côtés, et je les remercie chaleureusement, de François Duval et d'Arnaud Ponce. Donc ils se présenteront rapidement tout à l'heure, mais François est directeur général de GF Machining Solutions, donc qui est un fabricant de machines. Il est en même temps président du CECIMO, donc au niveau européen. Et puis Arnaud Ponce est délégué général du Digital New Deal Foundation. Et même chose, il vous présentera ses activités. Et donc moi-même, je suis rattaché à Grand Est Développement, qui est une agence régionale au service des transformations, de l'accélération des transformations pour les acteurs, notamment offreurs de solutions. Vous allez le voir, on va en reparler ce matin. Donc j'anime cette communauté Machine 5.0 et vous retrouvez, si vous voulez nous suivre, le lien vers le groupe LinkedIn en bas de la page. Pour ce qui est donc des sujets que l'on va aborder aujourd'hui, alors assez rapidement en introduction et en entrée, en fait, je vous représenterai dans quel cadre s'inscrit cette dynamique de l'IA au service des fabricants de machines et équipements du Grand Est. Donc, je vous montrerai un petit peu plus en fait qui sont les acteurs qui composent cette communauté, pourquoi on fait ce travail et comment on intervient auprès de ces acteurs. Et puis ensuite, on passera au corps du webinaire, donc au plat, avec l'intervention en premier d'Arnaud Ponce, donc sur la partie propriété et gouvernance de la donnée. Donc l'idée, c'est de pouvoir commencer à introduire beaucoup plus le sujet du cadre réglementaire, juridique, dans lequel en fait on peut déployer des services auprès des clients, donc qui sont centrés sur l'exploitation des données. Et vous verrez qu'on continuera ce travail également sur les séquences de la fin d'année. Et puis une deuxième partie d'intervention qui sera assurée donc par François Duval, sur la dimension manufacturing ou machine as a service. Donc concrètement, comment exploiter la valeur des données produites par vos équipements, en tout cas pour la partie données en temps réel. Et donc, comment on peut continuer à faire avancer ce sujet du business model et de l'économie de la fonctionnalité. Et puis, je vous présenterai rapidement en dessert donc le calendrier de la fin d'année et puis ce qui est envisagé également, ou en tout cas les appels à projets ou AMI qui peuvent venir en soutien de nos démarches. Euh, Très rapidement, donc, je voulais évoquer en fait pour ce qui est de l'agence, agence régionale en fait qui intervient sur l'accélération des transformations industrielles, environnementales et numériques à la fois des entreprises et des territoires. Et donc pour ce qui concerne les entreprises, on est nous un petit peu plus concentrés dans notre action en fait au niveau de l'équipe Grand Est Développement Solutions sur une activité à destination des offreurs de solutions. Donc c'est 403 offreurs aujourd'hui référencés. Vous voyez ici deux composantes fortes qui sont celles qui interviennent notamment dans le cadre de la communauté machine. Donc, les offreurs de solutions côté industrie et notamment ceux des thématiques automatisation, robotisation, dans lesquels on va retrouver les fabricants de machines, mais également les acteurs de la fabrication additive, dans lesquels on a également des acteurs fabricants de machines et d'équipements spécifiques sur ce procédé. Et puis un petit peu la digitalisation des process pour ce qui va concerner plutôt les sujets de connexion, les passerelles IT-OT, les sujets de connexion avec le RP ou le système d'information. Et puis, cette communauté, elle regroupe également, ou en tout cas, elle intègre une partie des offreurs qui sont référencés sur la dimension numérique, donc 121 au total, sur les sujets plutôt IA et cybersécurité. Et vous allez voir pourquoi juste après. Très rapidement, toujours pour continuer à se donner un peu plus d'informations sur ces offreurs de solutions et sur le profil des fabricants de machines. On a fait un travail en fait de recensement, ou en tout cas on a regardé les acteurs qui pouvaient être éligibles, puisque tous ne sont pas encore référencés. Pour ceux qui ne le seraient pas, on sera ravis de vous y accueillir et de pouvoir travailler avec vous. On estime qu'il y a aujourd'hui à peu près 130 120 à 140, donc on va dire 130 fabricants de machines ou intégrateurs en fait de machines
sur le territoire de la région Grand Est. Et peut-être ce qui est significatif et à noter dans ce cadre-là, c'est qu'on est majoritairement sur des acteurs qui sont sur des profils PME, voire TPE, PME, mais par contre, on est sur des acteurs qui sont en général positionnés sur des marchés à forte valeur ajoutée, sur lesquels ils ont des positions significatives, y compris à l'international, donc avec des parts à l'export assez importantes, où il y a une très très forte expertise technique, où il y a plutôt un ADN qui est un ADN de l'innovation, même si voilà, parfois il y a peut-être besoin de continuer à renforcer en fait la mise en projet et la mise en action autour de ces sujets-là. Vous retrouvez quelques-uns des acteurs qui sont référencés sur cette thématique ici, ils n'y sont pas tous, mais ça vous permet voilà, de pouvoir illustrer ça aussi avec quelques noms d'acteurs. Qu'est-ce qu'on vous apporte concrètement? Comment on travaille avec ces offreurs de solutions? On travaille de deux manières. On travaille dans une dimension individuelle, où on est plutôt là dans le cadre de la relation interpersonnelle, et puis on travaille sur des actions collectives, comme on le fait aujourd'hui au sein des communautés. Donc pour ce qui me concerne, de la communauté Machine 5.0. Et puis Thomas Amstutz, qui est là également, mon collègue, lui s'occupe et anime la communauté en fait fabrication additive. Et dans ce travail d'accélération en fait, des transformations ou de soutien à l'innovation finalement et à la transformation de ces offreurs, bah, on va intervenir sur quatre grandes briques. Des briques plutôt où on intervient en conseil sur l'innovation et sur la croissance, et puis deux briques sur lesquelles on est plutôt dans une logique d'intermédiation ou de relais vers d'autres acteurs. L'internationalisation en relais vers la Team France Export, donc CCI International et Business France, et puis sur les sujets des compétences, plutôt vers les écoles, les OPCO, les organismes de formation. Euh, Comment on fait ce travail-là? Et pour finir sur cette partie, mais pour essayer de le rendre très concret aussi, on intervient finalement ou on agit sur ces sujets, donc notamment là pour ce qui nous concerne aujourd'hui sur l'IA au service des fabricants de machines et d'équipements, à la fois d'un côté par des temps forts, où on va alterner une approche de webinaire expert, donc comme on le fait aujourd'hui, on est plutôt sur un travail de veille, des ateliers de travail, c'était le cas le 17 avril et ce sera le cas, vous le verrez, le 23 septembre, où là on est plutôt sur un travail sur à la fois le networking, mais aussi le passage à l'action en fait et la mise en projet des sujets et des problématiques que vous pourriez avoir autour de l'IA. Et puis par des temps événementiels où on va plutôt là travailler, le faire savoir, donc la mise en visibilité des travaux de la communauté. C'était le cas sur le 360 par exemple le 20 mai où il y avait 3500 participants. Donc voilà, vous avez repris ici la séquence du premier semestre sur ces temps forts. On le fait aussi, j'ai évoqué les ateliers, mais peut-être un peu plus spécifiquement sur ces ateliers, ce premier travail sur le début d'année, d'échange avec les fabricants de machines et avec la communauté de manière plus large, il a fait émerger trois grands axes de problématiques autour de ce sujet de l'IA au service de la maintenance prédictive, mais qui, vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui sont transposables à d'autres sujets autour de l'implémentation de l'IA pour ce qui vous concerne. Un premier axe sur l'usage et le modèle économique, c'est-à-dire comment on peut continuer à renforcer le déploiement de services auprès des clients et notamment d'une approche d'hybridation du modèle du produit vers une approche produit et service et un service facturé peut-être plus important. Et puis un enjeu sur cette partie-là aussi qui est de pouvoir expérimenter, de pouvoir tester beaucoup de choses en fait pour passer à l'échelle sur les projets. Et donc on va s'attacher par les ateliers qui arrivent à continuer ce travail-là. Le deuxième axe qui a émergé, c'est plutôt un axe de problématiques techniques qui sont de deux ordres. D'un côté, la structuration de la stratégie data et directement lié à ça, le volet traitement de ces données-là, donc les potentiels de l'IA en fait dans le traitement des données et l'exploitation de ces données, où là il y a des vrais enjeux de structuration. Et puis, deuxième chose, qui est la dimension de la connectivité à distance, des passerelles IT-OT, et donc nécessairement, en fait, des sujets de la cybersécurité. Même chose, vous verrez sur la fin d'année qu'on va s'attacher à continuer le travail à vos côtés, en fait, sur ces sujets-là. Et puis, un troisième pilier, qui sont des enjeux humains, qui sont de l'ordre de l'évolution des métiers ou du lien. On pourrait faire la passerelle avec des outils comme celui du jumeau numérique, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire concrètement comment on continue à travailler sur l'évolution des métiers, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, et quel impact en fait l'IA a sur les métiers et les compétences. Et puis cette dimension qui est celle à la fois de l'impact de l'IA sur la transformation des organisations et sur le potentiel aussi peut-être de l'IA, qui peut être un intérêt pour des acteurs industriels et donc pour nos fabricants de machines et d'équipements, sur la continuité des savoirs. Comment on assure la continuité des savoirs, comment on capitalise en fait sur ces savoirs. Donc des temps d'atelier où on va continuer le travail sur les axes qui ont émergé en fait et qui ont été exprimés par les fabricants de machines comme présentant des enjeux forts.
Euh, Toujours dans cette notion de concrètement comment on accompagne ces sujets-là, on les accompagne aussi, j'ai parlé de networking tout à l'heure sur les temps d'atelier, ben, on les accompagne par une approche de mise en relation ciblée. Vous en avez une traduction ici, puisqu'en fait, dans le travail sur le début d'année, et on le publiera et on vous le diffusera en fait sur le deuxième semestre, on a réalisé un catalogue en fait de fiches d'identité des offreurs de solutions un peu plus concentrés sur le sujet de la maintenance prédictive, à la fois avec des acteurs qui sont des offreurs plutôt IA, cyber, digitalisation des process, mais aussi avec un travail auprès des laboratoires de recherche et des académiques. Et donc sur cette partie, bah, l'enjeu, c'est aussi que ce catalogue-là, il puisse alimenter vos réflexions de sourcing ou de recherche de solutions et donc faciliter des mises en relation. On peut aussi bien évidemment le faire de manière plus, dans une relation plus interpersonnelle ou par l'intermédiaire du groupe LinkedIn que vous retrouvez en bas. Et puis dernière chose sur cette partie, et après je laisse la parole à Arnaud et à François, on le fait également par l'accompagnement de vos projets et de vos expérimentations. Alors, on n'est pas nous-mêmes guichet de financement, hein, ce n'est pas notre enjeu. Par contre, on est plutôt là dans une approche en fait, de conseil et de support à vos démarches, donc pour vous aider à venir les renforcer et à travailler en fait, sur ces axes d'innovation et d'expérimentation. Et on le fait sur les 5 briques que vous voyez là. Donc, 3 briques qui sont plutôt de l'ordre de l'innovation, qui sont en diagonale descendante avec l'ingénierie de projet d'innovation, le management de l'innovation, le marketing de l'innovation. Et puis 2 briques qui sont plutôt 2 briques de support à la croissance, que sont le financement de la croissance et le soutien aux démarches de développement commercial. Donc sur l'accompagnement à l'innovation, hein, l'idée, quelle est-elle? C'est de se dire, vous avez un besoin d'innover, vous avez un besoin d'optimiser l'adéquation en fait, de vos innovations avec le marché, donc qu'elles trouvent un marché, ou vous avez besoin de structurer un projet innovant. Bah, on a des équipes en interne où on peut faire le relais vers différents acteurs de l'écosystème qui sont en capacité de vous accompagner sur ces sujets-là et donc de venir faciliter et dérisquer en fait, vos démarches d'innovation. Et puis de la même manière sur l'accompagnement à la croissance, s'il y a des besoins de financer un projet ou s'il y a des besoins de booster une activité de vente pour aller adresser un nouveau segment, par exemple, ou des démarches de réflexion en fait de l'ordre du marketing stratégique, bah, c'est des sujets sur lesquels on peut regarder en tout cas ce que peuvent être les possibilités d'accompagnement de notre côté pour venir renforcer ces démarches. Vous l'avez compris, et je finis sur cette partie-là avant de passer la parole à Arnaud. L'enjeu, c'est encore une fois de pouvoir accélérer vos transformations et essayer de faire en sorte que bah, cette démarche d'accélération de vos transformations, de vos innovations, elle se fasse dans les meilleures conditions. Voilà donc pour ce qui était de l'introduction. Et puis bah, Arnaud, si tu veux bien, je te passe la parole pour la première partie du propos, donc plutôt sur le volet gouvernance et propriété de la donnée. Ok, bonjour à tous. J'ai pas la main, c'est vous qui passez les slides, c'est C'est ça? moi qui passe les slides, Ok. oui, oui, tu peux me dire, je ferai et Ok, puis je donc vois. suivante, ma photo n'a pas grand intérêt. S'unir ou subir, vous allez voir, c'est un peu le fil rouge de notre approche. Une rapide présentation de nous sommes. Donc, nous sommes un think tank dédié aux enjeux de souveraineté numérique. Digital New Deal a été créé par un Alsacien, que vous voyez en bas à gauche sur la photo, qui est Olivier Sichel, qui est aujourd'hui DG de la Caisse des dépôts et consignations et qui a un long parcours dans le numérique. Il a été VC, il a été patron de Wanadoo, je peux faire la liste, et il a été notamment patron du guide.com le jour où Google Shopping est apparu et a sorti de la première page des résultats le leader qui était le guide.com, et il a perdu 60% de son chiffre d'affaires en 24 heures. Et il a décidé à l'époque d'attaquer Google Shopping pour abus de position dominante. Et donc, ça a abouti sur la fameuse amende de 2,5 milliards. Et on a donc, du coup, on a le think tank qui est dédié aux enjeux de souveraineté numérique. On a aussi instruit le dossier de la taxe GAFA, etc. Donc, vous voyez un peu le conseil d'administration. On est très orienté. C'est une particularité pour le numérique. Deux particularités, c'est qu'on n'est pas financé par les GAFAM. On est le seul think tank à ne pas être financé par les GAFAM. Ça peut paraître dingue, mais c'est la réalité. Et puis la deuxième particularité, et qui devrait, je pense, vous intéresser, c'est qu'on est très orienté filière. C'est-à-dire qu'on n'est pas le think tank des startups, pour dire les choses clairement. Et donc, on réfléchit à comment est-ce qu'on permet aux filières de coopérer pour créer des alternatives aux dépendances technologiques. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs créé une activité de Do-Tank qui est dédiée à la création de ces alliances technologiques, qui sont des consortiums qui vont, au niveau français ou européen, aller chercher des financements et surtout se structurer pour imaginer des alternatives. Slide suivante.
Un mot d'introduction très rapidement, parce que c'est un peu nous, c'est notre raison d'être, c'est la poursuite de la souveraineté numérique, avec peut-être un préalable, expliquer ce qu'est la souveraineté numérique, parce que c'est un mot un peu piégeux. La souveraineté numérique, c'est un mot valise pour qu'on se comprenne tous, qui est utilisé par les médias et même par nous, parce que c'est plus facile, mais il n'y a pas de souveraineté numérique, ça n'existe pas, personne n'est souverain. La souveraineté relève des États et même les États ne sont pas souverains sur le numérique. Même les États-Unis dépendent des microprocesseurs de Taïwan. Donc, c'est juste un cap. Et donc, et autre point, il faut surtout pas avoir l'autonomie sur un angle autarcique, genre une sorte de protectionnisme. Donc, c'est quoi la vraie définition? C'est qu'on cherche à avoir une autonomie stratégique c'est une gestion des interdépendances. C'est-à-dire que dans le numérique, il faut créer des écosystèmes de confiance, comme pour l'énergie, comme pour la défense, s'assurer que dans ce jeu des interdépendances, eh bien, on choisisse bien, on ne subisse pas cette dépendance. Voilà. C'est la suivante qui, je crois, redit la même chose. Donc voilà, c'est pareil. Donc cette suivante. Donc, oui, donc les trois cercles, juste un point rapide. Désolé, je suis un peu théorique, mais c'est des clés de compréhension, je pense qu'ils vous seront utiles pour toutes vos discussions. C'est que à la question pourquoi il n'y a pas de GAFAM en Europe, il faut quand même prendre le temps d'y répondre. Et à la question pourquoi il n'y a pas de GAFAM en Europe, c'est parce que l'Europe ne s'appuie pas sur les deux grandes lois du numérique. Il y a deux grandes lois qui expliquent, d'un point de vue économique, le numérique. C'est la loi de Moore et la loi de Metcalfe. La loi de Moore, c'est le fait que tous les 18 mois, les microprocesseurs doublent en capacité, ce qui est expliqué depuis les années 60, l'essor de l'informatique. Et la raison pour laquelle on n'est pas au niveau des Américains, c'est tout simplement parce qu'on investit 7 à 10 fois moins, donc c'est une question d'argent. La loi de Metcalfe, qui est plus compliquée et pourtant plus structurante, c'est l'effet de réseau. Donc, Metcalfe, c'est la valeur d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs, mais pour dire les choses simplement, c'est l'effet de réseau. Donc, à la question pourquoi il n'y a pas de GAFAM en européen, il y a un GAFAM en Europe, c'est Spotify. Et pourquoi Spotify a réussi à devenir un géant numérique qui n'a pas été perturbé par l'arrivée de grands concurrents, Apple Music et autres, c'est parce qu'ils avaient compris la loi de Metcalfe. Spotify n'a pas cherché à être la meilleure plateforme d'audio streaming, ils ont cherché à être un réseau social de musique. Ce qui fait que quand les concurrents Big Tech sont arrivés, les clients de Spotify n'ont pas quitté Spotify parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur playlist, ils ne voulaient pas perdre leurs amis, leurs contacts, bref, ils ne voulaient pas quitter un réseau social. Ce qui est le cas aujourd'hui pour Twitter, ce qui était le cas hier pour Facebook. Difficile de quitter un réseau quand il est leader, puisque vous ne pouvez pas recréer votre réseau ailleurs. C'est ça la force du réseau. Et vous voyez au croisement de tout ça, Cloud Data IA, quand on parle de numérique, on parle de ces trois sujets en fait. On parle toujours, et quand on parle d'écosystème de confiance, comment je gère mes interdépendances, ces interdépendances, elles se jouent là, elles se jouent entre le cloud, le data et l'IA. Notre point de vue Digital New Deal, c'est que il faut protéger cet espace de confiance. Et pour le faire, c'est la régulation qui permet de créer les conditions d'un marché à peu près faire, parce qu'aujourd'hui, on est face à des monopoles qui profitent de leur monopole pour passer outre les règles. Donc, celle suivante. Ça, c'est une façon de vous dire que une fois qu'on s'est dit ça sur le Cloud Data IA, il y a un enjeu qui est celui de la coopération. C'est-à-dire que je connais pas bien votre filière, mais je la connais quand même malgré tout. C'est que, par exemple, en Allemagne, il y a, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce consortium qui s'appelle pas EONIX, pardon, Catena X, qui est un data space. Parce que c'est qu'un data space, c'est le fait de mutualiser ces données pour adresser des cas d'usage en commun par filière. C'est un data space qui est financé par l'État allemand et l'Europe à hauteur de 250 millions. Ce sont des acteurs en fait de la logistique, du manufacturing, de l'industrie automobile, qui pour des cas d'usage qualifiés de 4.0 ont mutualisé les données pour pouvoir faire des cas d'usage sans dépendre des big tech. Donc, c'est là dont on parle quand on parle de coopération. Et pourquoi c'est clé? C'est clé parce que si vous regardez le schéma à gauche, aujourd'hui, vous savez, les hyperscalers, AWS, Azure, les grandes solutions de cloud des géants américains, enferment les entreprises dans leur système. De la même manière qu'on a été enfermé en tant que consommateur dans les écosystèmes qu'on connaît des big tech, Google, Facebook, etc. Aujourd'hui, les entreprises
sont enfermés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de reproduire le même schéma après les personnes physiques aux personnes morales avec les entreprises. Et ce qui permet d'entrer dans l'écosystème et d'être enfermé dans l'écosystème, ce sont les œuvres d'hyperscalers. Et aujourd'hui, les œuvres d'hyperscalers, ils sont en train de rajouter des couches et des couches. Et par exemple, aujourd'hui, l'IA est intégrée dans les œuvres d'hyperscalers pour on ne puisse pas sortir de leur système. C'est pour ça que face à ça, notre point de vue, c'est que la seule alternative possible, c'est la multitude. C'est le fait de pouvoir, par la coopération, créer des partagés de données, avoir la possibilité aussi de mutualiser des modèles d'IA, etc. Et du coup, devenir un marché pour le multi-cloud et non pas l'inverse. Slide suivante. Par exemple, notre avant-dernier rapport est dédié à ces questions-là, où on explique qu'on a un avantage compétitif, c'est que ce sont les données de nos entreprises. Les big tech, les GAFAM ont pris toutes les données des particuliers. En revanche, les données des entreprises, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc, si on arrive à collaborer, à coopérer sur les données, on gardera notre avantage compétitif et on a une réglementation qui nous le permet, qui est le Data Governance Act, et un cadre stratégique qui est la Data Stratégie européenne. La Data Stratégie européenne, résumée en une phrase, c'est le fait que pour atteindre l'effet de réseau, la fameuse loi de Metcalfe, il faut que on ait un marché commun de la donnée. C'est-à-dire que quand une startup réussit aux États-Unis ou en Chine, tout de suite, elle a l'effet de réseau et donc du coup, elle devient mondiale. TikTok, YouTube, etc. Nous, en Europe, à part Spotify, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas un marché commun de la donnée. Donc, si on arrive à avoir un marché commun de la donnée, si on arrive à partager les données entre les filières, entre les entreprises, on arrivera à avoir un effet de seuil et de pouvoir bénéficier d'effets de réseau comme les Américains et les Chinois. Et pour ça, le cadre opérationnel pour le faire s'appelle un data space. C'est une gouvernance de filière qui structure le partage de données entre les acteurs de la filière. Slide suivante. Je vous donne un exemple concret. Pour la filière transport, mobilité, tourisme, il y a un data space qui s'appelle EONAX. Donc, dedans, vous avez Accor, Air France, Aéroport de Paris, Amadeus, SNCF, Renault, G7, je peux faire la liste. Donc, ils ont une capacité à partager leurs données sur des cas d'usage. Et une famille de cas d'usage qui est en train d'émerger, c'est sur l'IA générative. C'est-à-dire que la possibilité de faire de l'agentic AI, pour ceux qui connaissent. Donc l'agentification, c'est le fait de, c'est pas créer du langage, mais c'est créer des prompts d'action dans les systèmes d'information. Et ça, on pense que on a un avantage compétitif, c'est que grâce au data space, on peut prendre le lead sur cette question-là. Et je vous donne un exemple concret. Pour le tourisme, c'est quoi? C'est demain, vous en tant qu'utilisateur, en tant que voyageur, vous avez un avion qui est annulé. Vous savez ce que ça représente en tant que galère à titre personnel, mais ce que ça représente aussi en complexité pour la filière qui doit, en différents touchpoints, adresser la question. Donc, la compagnie qui doit proposer un nouveau vol, l'hôtel qui doit débooker, etc. Machin. Et donc, c'est à chaque fois, vous devez aller sur vos différentes applications. Et donc, il y a une perte d'information, il y a de complexité dans le parcours. Et accessoirement, à chaque fois, vous repassez souvent par Google, et donc c'est autant de commissions chez Booking et Google qui sont enlevées à la filière. Donc, ce qu'on propose, c'est que il y a un modèle commun à la filière, ce qui fait que, par exemple, là, vous allez avoir un message qui vous dit, on sait que votre avion est annulé, est-ce que vous voulez commander un nouvel avion, est-ce que vous voulez qu'on décale votre nuit d'hôtel, est-ce que on déboucle votre location de voiture, et tout ça est automatisé parce que l'information est partagée entre les acteurs de la filière. Et ça, c'est possible parce que vous avez partagé vos données. Parce que voilà, donc la slide suivante, effectivement, pourquoi on est très mobilisé sur ces questions de data, c'est parce que c'est le nerf de la guerre pour l'IA. Vous avez que l'arrivée de l'IA générative a bousculé toutes les filières. Et nous, on a une formule qui est GenAI égale Web2 au carré, c'est que l'arrivée de l'IA générative va amplifier tout ce qu'on n'a pas aimé dans le Web 2. Le Web 2, c'est le Web depuis le début des années 2000, qui a permis la concentration, la captation de la valeur par une poignée d'entreprises qu'on appelait les GAFAM. Eh bien, l'IA générative, c'est pas un game changer, genre, ce sont d'autres géants qui vont apparaître. Nous, on est bien en train de voir que c'est en train d'amplifier ce phénomène de captation de la valeur, donc lequel il faut être très vigilant. Celle suivante. Donc, alors concrètement, comment est-ce que ça s'applique l'impact de l'AI sur le manufacturing? Donc là, je vous ai essayé de vous faire une projection par rapport à l'AI Act. Donc, comme vous le savez, l'AI Act met en place en fait un cadre. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses sur l'AI Act. L'AI Act, c'est juste des principes.
c'est très peu précis, c'est volontairement pas précis. Ça pose un cadre qui doit être précisé ensuite par les filières. Ce cadre, c'est en fait une pyramide des risques. Je prends toujours ce parallèle pour qu'on comprenne. Prenons la mobilité. Si vous décidez d'avoir une pyramide des risques de la mobilité, c'est parce que vous n'allez pas avoir le même niveau d'exigence, de standard, de transparence, etc., entre la trottinette et l'avion de grande ligne qui transporte 600 personnes, ce qui est normal. Ben c'est pareil pour l'IA. L'IA, vous allez avoir différents niveaux de risque en fonction de la criticité. Donc, nous, notre vision sur cette question-là, et qui vous concerne directement, c'est qu'on a un avantage compétitif en Europe, c'est qu'on a la culture des systèmes critiques. On a la culture industrielle que n'ont pas les GAFAM. Donc on pense que d'avoir des critères comme l'AI Act, c'est à l'avantage de l'Europe. Pourquoi? Parce que plus il y aura un signe égal entre IA et IA de confiance, c'est-à-dire IA de confiance, pour dire les choses simplement, IA régulée, qu'on se comprenne bien, plus ce sera à l'avantage de l'Europe. Prenons le truc à l'envers. Si c'est une IA complètement dérégulée, open bar, excusez-moi l'expression, ça va être les libertariens qui vont se régaler avec les moyens qu'ils ont. On n'a aucune chance, on va se faire manger. Si en revanche, on arrive à pousser comme valeur étalon le fait que ce soit une IA qui soit régulée, là, on a davantage de chances de sortir notre épingle du jeu. Slide suivante. Donc voilà, cette classification elle a un impact pour vous directement, puisqu'il y a en fait des systèmes d'IA qui sont dans la catégorie haute de la pyramide, la robotique industrielle intelligente, les systèmes de maintenance prédictive, les systèmes de contrôle de qualité automatisés, et puis les IA intégrés dans les produits régulés, parce qu'il faut jamais oublier une chose, c'est que les AI Act, une fois de plus, c'est juste un cadre qui se croisent avec d'autres régulations. Vous travaillez dans la santé, vous travaillez dans je ne sais quel secteur. C'est d'abord, avant tout, la régulation spécifique aux données de votre secteur, donc régulation préexistante, qui s'applique et qui se croise avec ce cadre de régulation qu'est l'AI Act. Donc c'est quelque chose à avoir toujours en tête. C'est pour ça que quand on parle d'IA, on revient toujours très souvent à la data. Parce que quand on veut mesurer, quand on parle de quoi, on parle quand même des données qui sont utilisées pour l'IA. Il y a la question de la transparence de l'algorithme, certes, c'est clé, mais tout le reste, c'est la question de la donnée. Donc cela déclenche des obligations de conformité renforcées. Donc respect des standards harmonisés SNCF, ISO, évidemment, pour prouver votre conformité, et puis l'intégration des standards dans les référentiels déjà utilisés pour sécurité machine. Donc ça, juste un point sur cette suivante, c'est que celle précédente, c'est que ça implique dans vos contrats d'intégrer les clauses relatives à la conformité IA et à la gestion des données d'entraînement pour l'auditabilité des systèmes. Effectivement, celle suivante. Donc, les obligations principales pour les fabricants intégrateurs d'IA, c'est une évaluation de conformité exemptée, donc avec parfois certainement des procédures plus ou moins complexes, une gestion des risques, ce qui nécessite donc du coup une cartographie, une analyse pour permettre une mitigation. Donc, petite parenthèse, notre think tank a annoncé vendredi avec la ministre, la Caisse des dépôts et une dizaine de grandes entreprises, le SIGREF, etc. On lance un indice de résilience numérique et un baromètre de souveraineté numérique qui a vocation justement à permettre cette cartographie et ces outils de mesure, parce qu'aujourd'hui, on a 99% de dépendance, mais 0% d'outils de mesure. Donc, c'est un peu difficile de gérer, monitorer vos dépendances et faire des arbitrages sans avoir des chiffres. Surtout que notre objectif, c'est que les directions générales des grandes entreprises puissent dialoguer et faire des arbitrages avec les DSI, mais pour ça, il faut des chiffres. Sinon, on sait très bien que les DSI ne sont pas toujours écoutés comme elles devraient l'être auprès des directions générales. Mise à jour des documentations techniques, et puis les systèmes de gestion qualité adaptés au système IA, évidemment, dans les mises à jour. Pour les utilisateurs industriels, c'est une responsabilité partagée sur les usages réels des IA dans l'environnement de production, l'obligation de vérifier que les IA déployées sont certifiées conformes, bien sûr, et l'obligation de surveillance post-déploiement pour le signalement des risques.
Alors, quand même, ça crée des opportunités, parce que là, on va s'alourdir les contraintes, etc. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. Les opportunités business, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on pense que ça peut aussi être un avantage compétitif pour les industriels. Et ce que je vous disais, plus l'IA sera synonyme d'IA de confiance, plus les industriels européens qui ont déjà beaucoup de contraintes, qui ont une très grande maîtrise de la compliance, qui ont une très grande maîtrise surtout des systèmes à risque, ont un avantage compétitif par rapport à des GAFAM, parce que si demain, il n'y a pas de contraintes, les GAFAM vont appliquer leurs règles à tous les métiers. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de la complexité des métiers pour les mettre à distance. Que là, on pense que la standardisation est un levier de compétitivité, c'est-à-dire qu'en influant la normalisation, le secteur peut sécuriser ses spécificités et éviter des normes défavorables. Question de lobbying, hein, c'est très important. Et puis valorisation dans les appels d'offres. Il faut profiter des appels d'offres pour les critères d'éthique, sécurité et transparence, pour là aussi consolider notre écosystème. Les recommandations stratégiques, c'est d'auditer dès maintenant les cas d'usage d'IA déployés ou en développement, et puis de participer au groupe de normalisation sectorielle. Ça, c'est clé. Une fois de plus, avec cette pyramide, c'est un cadre. Là, on rentre dans les détails, et là où ça se joue vraiment, c'est au niveau de la normalisation. C'est-à-dire que c'est au moment où on va précisément, dans vos métiers, expliquer qu'est-ce qu'on entend par transparent. Ça veut dire quoi, transparent? C'est quoi le niveau de critères qu'on attend de transparence dans votre métier spécifique? C'est à ce moment-là qu'il faut être présent autour de la table. Parce que là, ça vient directement impacter votre business. Et si vous n'êtes pas au présent autour de la table, si vous ne portez pas vos intérêts, lobbying pour dire le mot clairement, eh bien, les géants seront là, et si vous êtes absent, vous savez comment ça va se terminer. Et puis intégrer les hacks dans les clauses contractuelles et évidemment construire une stratégie de mise en conformité progressive. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Alors peut-être moi ce que je retiens aussi en écho aux travaux en fait de la communauté Machine 5.0 Grand Est, c'est que, et tu l'as dit, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant, c'est-à-dire que on voit bien que derrière tout ça, en fait, il y a des enjeux de coopération qui s'appuient sur une culture industrielle forte et sur une connaissance des métiers ou sur des approches de filières en fait qu'il faut continuer à cultiver et à développer pour pouvoir finalement, à travers ce travail-là et ces coopérations, bah, travailler sur ce marché commun de la donnée, la mutualisation sur le traitement de la donnée et donc en fait finalement l'entraînement ou le déploiement des modèles d'IA. Et puis, si on fait le lien avec le stockage, vous avez peut-être suivi récemment les annonces en fait concernant le cloud Grand Est et ces enjeux de souveraineté. Mais voilà, moi ce que je retiens, c'est ça, c'est cet enjeu de coopération qui s'appuie sur la connaissance en fait des métiers et des filières pour pouvoir continuer à déployer ça et donc le déployer dans un cadre en fait bah, qui est cadré justement, où il y a cette approche en fait mise en avant pour pouvoir cadrer ce sujet et mesurer, mais par lequel on voit bien que bah, c'est aussi comme ça qu'on arrivera à défendre les enjeux de souveraineté qui vont avec. En tout cas, merci beaucoup Arnaud. Et puis, bah, Ouais, s'il y a des questions, peut-être on pourra les évoquer à la fin. Ou si tu te ça souhaitais dire marche. un dernier mot avant que je passe la parole à C'est François. bon. Merci. C'est bon? Ok. Oui, bonjour à Euh, tous et merci Arnaud. Donc effectivement, je suis le directeur général de GF Machining Solutions et président d'une association qui est l'Association européenne des fabricants de machines-outils, qui s'appelle le CECIMO. Et Arnaud parlait de lobbying. C'est effectivement notre organe hein, de présence à Bruxelles, parce que c'est bien là que ça se joue. Hein, au niveau réglementaire, que ce soit la directive machine qui doit intégrer le Cyber Resilience Act ou le Artificial Intelligence Act. Et donc, on a une équipe là-bas qui est spécialisée et des chargés de plaidoyer et des influenceurs pour essayer je dirais, de s'assurer que la soft power des Chinois ou des Américains ne vient pas trop influencer notre contexte normatif. Voilà, j'avance un petit peu. Donc, GF Machining Solutions, j'en profite pour vous en informer. On change de nom, on va s'appeler United Machining. Enfin, on s'appelle maintenant United Machining, suite au rachat par United Grinding Group de GF. Donc, GF, c'était Georg Fischer, société suisse-allemande. 3000 personnes, 900 millions à peu près de chiffre d'affaires, une répartition de chiffre d'affaires en trois jolis tiers, on va dire, enfin un tiers Europe, un tiers Asie, et puis 20% USA et 10% ailleurs.
Et on est fabricant de machines. 65% de notre chiffre d'affaires est fait avec les machines et 35% est fait avec le service. Nous avons 8 usines dans le monde, 21 centres de compétences qui sont des centres de démonstration, des showrooms dans lesquels les clients viennent voir les machines et peuvent les tester, et 32 sociétés de vente et de services dans le monde, dont je suis un des dirigeants en France. Les technologies qu'on vend, c'est du fraisage, de l'électroérosion, de la découpe électrique au fil ou par enfonçage, des machines laser de texturation et de micro-usinage, de l'impression 3D métal, puis des équipements, des électrobroches, des outillages, des robots. Et vous voyez apparaître le digital business et le service, et on va se concentrer là-dessus. Les marchés concerts, alors les marques plutôt, les marques c'est Agi et Charmy pour l'électroérosion, Micron-Mill pour le fraisage, Charmy pour les machines laser, Lirti pour les machines dédiées à l'aéronautique, Steptech pour les broches et System 3R qui est une marque suédoise pour la robotique. On sert les marchés médicaux, aérospace et défense, maintenant qu'on a rajouté marché automobile, le marché de l'électronique, le marché de l'énergie et tout ce qui est packaging, c'est-à-dire les moules pour tout ce qui est injection plastique. Donc, regardons, parce que c'est la thématique du jour, l'aspect digital business. La digitalisation, est-ce que c'est le nouveau Graal? C'est une question qui s'est posée il y a quelques années nous concernant. C'est quel revenu on peut tirer du parc qu'on a installé? Comment ça peut contribuer à notre objectif de croissance service, où on veut augmenter de 25% notre chiffre d'affaires service dans les 5 ans qui viennent? Est-ce que c'est un facteur de différenciation de la concurrence? Et puis quel service on peut apporter au regard de tout ça qui est de la valeur pour les clients? Pour situer les choses, j'ai par exemple en France un parc installé de machines qui ont moins de 20 ans qui fait 4600 machines, de moins de 10 ans qui fait 2400 machines. Donc il y a un parc important de machines qui tournent aujourd'hui sur le marché français. Et la question de base qui se posait, c'était comment on vend de la donnée à celui qui la produit, parce que c'est quand même la machine qui collecte de la data, mais cette data, elle vient de l'exploitation par le client de la machine. Donc les questions qui se sont posées pour nous, c'est quelle extraction, post-traitement on pourrait faire qui lui soit utile, quel gain de productivité il peut en tirer, quel problème il peut résoudre avec ces données, que peut lui apporter globalement la digitalisation et l'IA. Et puis, bien sûr, je suis dans une société commerciale, c'est combien est-il prêt à payer pour tout ça et combien ça nous coûte si on le fait, et puis surtout si on ne le fait pas. On a vite répondu à la deuxième question, c'est si on ne le fait pas, on sort. Donc, on s'est posé la question des challenges du client. Lui, qu'est-ce qu'il a comme objectif? Il a des objectifs de productivité, de rentabilité et de qualité. Donc, il veut que sa première pièce d'entrée de jeu soit la bonne, qu'il n'y ait pas de rebut. Il veut surveiller son procédé pour des besoins de traçabilité. Je pense au marché médical ou au marché de l'aéronautique où les pièces sont qualifiées. Il veut surveiller la dérive des paramètres. Il va avoir des alertes. Il peut mettre la priorité soit sur la vitesse, sur la précision, sur l'état de surface, sur l'usure des outils, donc tous ces consommables. Ce qu'on appelle le Lights Out Factory chez nous, c'est effectivement l'automation, c'est l'usine qui tourne lumière éteinte, qui pose la question de l'interopérabilité des machines, de la supervision des procédés de production. Et puis, bien sûr, il souhaite maximiser le temps disponible, ce qu'on appelle le mean time to repair, donc avoir un diagnostic de panne et une réparation le plus rapide possible, parce que ce n'est que quand la machine tourne qu'elle gagne des sous. Il est confronté aussi à des difficultés de recrutement pour ses techniciens, méthodes, programmation, ses opérateurs et maintenance, que ce soit chez lui ou pour les constructeurs de machines. Trouver des techniciens de maintenance qui acceptent de se déplacer devient de plus en plus difficile. C'est une vie qui n'est pas forcément viable. Donc, voilà, on est tous confrontés, nous fabricants et clients, à ce problème lié aux ressources. Comment on essaie d'aider les clients? Alors, si on regarde, il y a l'aspect planification et ERP qu'on ne couvre pas, nous. Mais après, quand il a un job à faire, il y a la préparation, il y a la production, il y a l'analyse et le service. Et c'est sur ces 4 grands pavés qu'on essaie d'assister le client avec des solutions digitales
en allant vers le fameux Graal de la prédiction et de la viabilité future qui sont effectivement, je dirais, le Graal que tout le monde cherche, c'est de prévoir ce qui va se passer demain. Allons-y, avançons. Sur la partie préparation, on a développé un certain nombre d'outils digitaux comme Formicam ou LaserSuite ou Lirti Turbosoft qui aident le client à préparer son job le plus simplement possible. Je ferai le focus sur une application un petit peu plus loin. Sur la partie production, c'est effectivement ce qu'on appelle la fabrication intelligente, hein, l'optimisation technologie processus, l'intégration du processus, toutes les informations de planification à intégrer et le pilotage de l'exécution au niveau de l'atelier. Puis il y a la partie analyse, c'est effectivement tous les tableaux de bord et rapports que l'on peut tirer, c'est le jumeau numérique qui permet de simuler la production avant de la lancer pour faire une pièce bonne d'entrée de jeu et éviter tous les problèmes de collision. Ça suppose effectivement une communication entre la machine et c'est pour ça qu'il y a l'aspect de normalisation, connectivité, modèle de données, et je reviendrai dessus avec OPC-UA et UMATI. Et puis il y a la partie service où là il faut gérer ses assets, enfin gérer son parc, pouvoir envoyer des demandes d'assistance auprès du constructeur que nous sommes, pouvoir surveiller sa production à distance, échanger avec nous et échanger avec tout l'écosystème qui est autour et avoir accès aux données. Slide suivant. Donc, sur le service digital, vous voyez apparaître un petit logo Try and Buy. Là, assez typiquement, le choix qu'on a fait, nous, après avoir essayé plusieurs business models, c'est de dire, pour donner l'envie à l'exploitant d'utiliser les outils digitaux, commençons par lui donner gratuitement pendant un certain temps. S'il en tire de la valeur, il sera prêt à payer pour que l'abonnement continue. Si ça ne lui apporte pas de valeur, ça sera un signal intéressant pour nous, déjà, d'une part, et puis ça montrera qu'on ne peut pas tirer de valeur, nous, de ce qu'on lui propose. Donc, il y a effectivement deux branches où on est en try and buy. Bien entendu, quand on va sur l'intégration process et l'automation, là, il y a du hardware, c'est pas que du soft. Donc ça, on le vend. Et pour gérer la partie automatisation aujourd'hui, simulation de flux, gestion des paramètres, les clients aujourd'hui sont très réceptifs à ça. Hein. Ça suppose une infrastructure digitale, une plateforme ouverte et un certain nombre de standards liés à la connectivité et à la sécurité des données. Et on va plonger un petit peu là-dedans dans le slide suivant. C'est qu'est-ce qu'une machine connectée peut apporter à un client? C'est déjà avoir son identité, son statut, toutes les informations process dans son exploitation, quel est le job qui est en cours, quel est le nom du programme, à quel moment ça a commencé, à quel moment ça va se terminer, etc. etc. C'est la remontée de tous les messages d'erreur, et puis c'est les KPI, les indicateurs de production, qui permettent de voir si la machine est effectivement opérationnelle et rentable ou pas. Et tout ça, ça se fait avec un certain nombre, c'est la pyramide du bas à gauche, avec un certain nombre de couches. Hein. Il y a le niveau production, il y a le niveau capteur, le niveau commande numérique, tout ce qui est SCADA ou dashboard ou tableau de bord, le système de planification de la production et au-dessus, bien entendu, l'ERP, et ça, on n'y touche pas, nous, l'ERP, il y a des grands acteurs dans le domaine. Ça suppose effectivement une communication, on a fait le choix, nous, d'adhérer à la fondation OPC, hein, qui est Open Platform Communication, le UA voulant dire Unified Architecture. J'y reviendrai, ça n'a pas suffi, on est allé un petit peu plus loin. Donc, pour la connectivité, on utilise le standard OPC-UA, mais pour que le langage intermachine soit compréhensible, il a fallu aller un petit peu plus loin. Et donc, on a créé une fondation
un groupement qui s'appelle UMATI, qui est Universal Machine Tool Interface, où tous les grands constructeurs mondiaux s'est mis ensemble pour se mettre d'accord sur le fait que quand on envoie tel signal, ça veut dire que la machine, elle est en production et le format de cette donnée, c'est tel format. Donc, on s'est mis d'accord sur un langage commun qui permet effectivement après de collecter la data de manière préformatée, on va dire. Et ça suppose effectivement une infrastructure digitale, et on revient sur les problèmes qu'a évoqué Arnaud sur, je dirais, des plateformes de confiance et la sécurité des données. Donc, on a mis en place une plateforme web qui s'appelle Maillard Connect. Pas fait de compromis sur la sécurité en adoptant les meilleurs standards des échanges interbancaires. Le but étant que la donnée soit disponible partout, tout le temps, pour toutes les machines de notre marque, qu'elles soient connectées ou qu'elles ne soient pas connectées au réseau. Et donc, cette plateforme Maillard Connect, qui est donc gratuite la première année pendant la période de garantie et qui coûte, en fonction des options que le client retient, entre 350 et 1 000 euros par an ensuite, le client peut gérer son parc, accéder à la documentation, générer des tickets SAV vis-à-vis de nous pour faire appel à notre hotline, à notre service client, obtenir un suivi, une historisation des tickets qu'il a ouverts, faire de la vidéoconférence avec nous, un chat qui permet d'avancer dans la résolution des problèmes qu'il rencontre et de lui envoyer des mises à jour logicielles s'il a besoin de mises à jour logicielles. J'ai mes 4500 machines aujourd'hui qui sont sur la plateforme Maillard Connect, et on est en train de monter graduellement en puissance sur le mode connecté, où là, cette fois-ci, il y a un lien physique, un câble qui permet d'accéder au web, où là, le client, depuis son smartphone, où qu'il soit, ou même sur sa montre connectée s'il en a une, peut suivre son parc en temps réel, partout, tout le temps, et on a accès, bien sûr, aux fonctionnalités de télédiagnostic. Toutes nos machines sont équipées de cette box, qui coûte environ 1 000 euros, et une demi-journée d'installation qu'on a décidé de donner gratuitement au client. Donc, qu'il la connecte ou qu'il la connecte pas, elle est connectable. On vise 50% du parc connecté à terme. Les freins, c'est l'aspect confidentialité, en particulier dans les marchés très réglementés tels que la défense, l'aéronautique ou le médical. Les clients ne souhaitent pas que leurs données quittent le sein de l'usine. Donc là, on a des plateformes de déversement de données sécurisées où ils nous autorisent l'accès ponctuel, mais on n'est pas en lien direct avec la machine. C'est des aspects de cybersécurité, bien entendu. Et puis, il y a aussi un manque d'expertise IT, et certains voient ça comme un gadget. Donc, on a un taux de rejet quand même qu'on anticipe globalement à 50% du parc qui ne sera pas connecté. Mais malgré tout, la machine sera sur une plateforme web qui permettra toutes les fonctionnalités que j'ai décrites précédemment. Slide suivant. La machine qu'on appelle augmentée chez nous, à nouveau formule de try and buy, que ça soit le process tracker, c'est particulièrement pour les marchés réglementés très important, ça permet de traçabiliser, d'historiser l'ensemble des paramètres de la machine pendant la production de la pièce, et donc de délivrer ce rapport vis-à-vis du client. C'est le process inspector, c'est le jumeau numérique qui, permet de simuler, et qu'on fait tourner en parallèle de l'exécution du job pour surveiller les écarts et s'assurer que ce qu'on avait simulé se réalise bien. Et puis c'est l'aide à la programmation, je vais faire un focus là-dessus, on appelle ça Formicam chez nous, pour les machines d'électroérosion par enfonçage. Typiquement, pour faire une pièce finie, il faut le plan de la pièce brute et le plan de la pièce finie, et puis il faut définir l'outil, et ça nécessite un savoir-faire important, et les programmeurs d'électroérosion se font rares. Donc on a fait le choix d'automatiser ce processus sur la base de l'expérience accumulée de 70 ans d'électroérosion qu'on a collecté dans nos
dans nos centres de développement, pour permettre effectivement une programmation automatique de la machine d'enfonçage et une définition de son outil. On va aller au slide suivant tout de suite. Dans le passé, on partait à partir du plan et le technicien ou l'ingénieur au bureau d'études devait définir passe par passe quel outil il allait utiliser, quelle forme il devait avoir, quelle quantité de matière il devait retirer, quels paramètres à mettre dans la machine. Aujourd'hui, il rentre les deux plans dans le système. Le système définit l'enlèvement de matière qu'il faut faire. Et grâce effectivement à ce module algorithmique d'intelligence artificielle, on envoie directement les paramètres à la machine qui est, entre guillemets, autoprogrammée. Ça gère tous les paramètres d'électroérosion. Ça peut être utilisé comme un outil d'aide pour les gens expérimentés ou pour les gens non expérimentés, ça fonctionne. Et enfin, la continuité numérique, l'optimisation, l'automation, ça c'est un petit peu plus classique. On s'assure effectivement que ce qui sort du bureau d'études est compris via des post-processeurs par la partie production, donc c'est le 4CAM. On gère les flux avec effectivement des simulations de flux et une optimisation à nouveau, une priorité donnée soit au coût, donc à la vitesse, soit à la qualité, soit effectivement au délai de production globale, et puis toutes nos solutions automatisées, le but étant d'améliorer la qualité des pièces produites, de réduire les rebuts et les outils, et de gagner du temps, et sur la programmation, et sur le temps d'usinage des pièces. Quelques exemples aussi de l'application de la digitalisation au sens large. Sur nos machines d'électroérosion à fil, nous avons équipé, donc il y a un consommable qui est le fil, qui est utilisé pour couper la matière. Ce fil maintenant est livré en bobine avec des puces RFID. La machine reconnaît le fil, s'assure que l'opérateur a chargé la bonne nuance de fil qui allait bien. Elle vérifie la longueur restante. Est-ce qu'il y en a assez pour finir le job ou est-ce qu'il n'y en a pas assez? Et bien sûr, à nouveau, c'est de la data, donc on a des notions de traçabilité. Derrière, on sait avec quel fil, quel lot, telle pièce a été coupée. Et tout ça est reporté dans le e-tracking. Autres outils digitaux qui vont être mis à disposition des clients, qui sont aujourd'hui testés avec nos propres techniciens. On a Query, qui est un outil qui est très intéressant. Donc, Query, c'est effectivement, j'ai mis l'exemple là, je veux démonter la pompe du bac sur le modèle de machine forme P600. Il va aller chercher, et dans les plans, dans les notices, dans tous les rapports de tous les techniciens de la planète, et on en a plus de 500 techniciens qui sont en intervention en permanence sur le marché, toutes les données possibles pour lui faire une notice de démontage qui tient compte de l'expérience, et pas seulement du manuel utilisateur qui est bien sûr disponible, mais qui n'est pas forcément la source la plus efficace. Et donc, on cherche effectivement à apporter de l'assistance, et à terme, le but est d'apporter ça au client. Donc, pour conclure, je dirais, nous, de notre côté, on a fait le choix de croire aux données, à la fois par des services numériques, par le jumeau numérique technologique, par une production dite intelligente, et globalement, on a permis une collaboration numérique complète au travers des protocoles de l'OPCUA et de UMATI, qui permet effectivement au client de piloter son usine complètement. Allons-y, suivant. Donc ces solutions, elles sont basées sur effectivement une offre de service, une offre de jumeaux numériques, un petit peu d'intelligence artificielle au travers de ce qu'on appelle l'intelligent manufacturing, en gardant et en laissant la propriété de la donnée au client, parce que c'est sa valeur, mais on la lui transforme pour qu'elle soit intelligible. Et tout ça dans un écosystème manufacturing qui est communicant dans nos marques, mais aussi avec les autres marques grâce à UMATI,
ce qui fait qu'un atelier complet peut être piloté. Dernier slide, il est plus perso que partagé au niveau du groupe. On est tous en réflexion là-dessus, mais ce que je vois arriver à grands pas, c'est effectivement de passer de la machine connectée, qui est un objet connecté, à une machine de plus en plus autonome. Alors, je l'ai mis volontairement entre guillemets, hein. Elle doit être capable de dialoguer en amont et en aval avec la machine de contrôle et avec la machine qui la précède. Elle doit être capable de s'auto-diagnostiquer sur sa performance, sur la probabilité d'une panne à venir. Elle doit être capable de proposer des solutions d'optimisation, voire des notices de réparation. Query est un exemple, et qui dialogue en permanence avec nous, le fabricant, avec les fournisseurs de matières premières, avec les fournisseurs d'outils, et qui apprend, hein. L'intelligence artificielle sera là, effectivement, pour nous assister et transformer cette donnée en quelque chose qui ait de la valeur pour nos clients. Ça suppose aussi, du point de vue RH, un petit changement, c'est que l'opérateur ou le maintenancier ou le programmeur devient plutôt un superviseur qui décide. La machine lui propose et lui décide, voire optimise derrière, s'il a un savoir-faire très, très important, mais il a toute une assistance déjà apportée par la machine. Et le manager, lui, il a un objectif de compétitivité, donc il doit absolument obtenir de la valeur à partir des données qu'il produit, hein, avec des propositions d'amélioration, des baisses de coûts de production. Le but étant effectivement de tirer le meilleur du produit qu'on lui vend. Voilà la vision qu'on a. Merci beaucoup François, j'espère. Alors je vois le temps qui tourne, donc on va essayer. Désolé, j'ai un peu débordé. Non, je t'en prie, c'est très riche et merci à toi et à Arnaud pour ces 2 interventions. J'espère pour tous les membres de la communauté, pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, que ça remplit bien son rôle d'inspiration et peut-être aussi. Alors vous pouvez, si vous le voulez, finir de remplir les questions sur le forum en même temps que je vous présente les 2-3 derniers éléments. Mais vous voyez bien que cette logique, en fait, et ce temps d'échange qu'on a aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont des sujets extrêmement vastes, extrêmement complexes, sur lesquels il y a des enjeux multiples de souveraineté, de business model, des enjeux techniques aussi ou technologiques à lever. Donc l'idée, c'était qu'on ait ce premier temps qui soit plutôt dans une continuité avec les séquences du premier semestre, qui viennent renforcer, en fait, l'approche de veille et d'information qu'on peut vous apporter sur ces 2 axes, gouvernance donnée et business model. Sachez qu'on va continuer à les travailler sur la fin d'année. On va continuer à les travailler à la fois le 23 septembre, où là, on sera donc en présentiel à Metz sur la journée. Donc voilà, je compte vraiment sur vous. Vous recevrez l'invitation cet après-midi. Si vous pouvez dès maintenant bloquer la date et prévoir d'être présent, on sera dans un travail de continuité par rapport à ce qui vient d'être fait aujourd'hui, d'être présenté, mais dans une logique plutôt de passer à l'action sur ces sujets-là, en fait, et de pouvoir, en s'appuyant sur des cas concrets, faire émerger des sujets ou des freins que vous aimeriez lever, soit individuellement, soit collectivement, pour qu'on puisse voir comment on peut les adresser et venir, en fait, accélérer ces enjeux d'innovation. Et puis on le fera à nouveau par une séquence, en fait, le 16 octobre, où là on sera plutôt sur le sujet de la connectivité à distance et des passerelles IT-OT dans un webinaire expert de 16h30 à 17h30 avec la communauté cyber. Et puis vous voyez sur la fin d'année qu'on aura un temps de mise en visibilité dans le cadre des salons des solutions et du BI 5.0 notamment, qui a lieu à la fin du mois de novembre à Mulhouse, et par un dernier atelier, en fait, en décembre. L'enjeu reste toujours le même, c'est celui que vous voyez dans la case, en fait, orange à droite complètement, c'est de pouvoir continuer à vous accompagner au mieux dans ces démarches d'expérimentation et d'innovation sur l'implémentation de l'IA. Là, on est sur des sujets qui sont propres à l'offre, avec le service facturé et avec ce cas d'usage sur la maintenance prédictive. Mais sachez qu'on travaille aussi les sujets qui sont propres au process ou à la conception des machines. Et donc ça fera l'objet peut-être aussi d'une continuité sur les séquences suivantes. Pourquoi participer à cet atelier? J'espère que vous le visualisez et qu'à travers tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, vous le voyez. L'enjeu, c'est de concrétiser encore une fois vos projets et vos projets IA, c'est de pouvoir vous apporter de la veille et du support, en fait, aussi sur des lectures techniques des sujets. Et j'espère que les 2 interventions d'aujourd'hui vous aident dans ces démarches-là. C'est très concrètement de pouvoir vous aider à expérimenter, à innover aussi, en vous aidant à identifier, en fait, les bons leviers de financement et si besoin, en fait, en venant en support de ces démarches-là en termes d'accompagnement. Et puis Arnaud le disait et François l'a relevé aussi, en fait, dans les travaux avec le CECIMO ou avec Evolis.
Bon, ben, on voit bien qu'il y a cet enjeu qui est de pouvoir continuer à renforcer les synergies au sein des filières, s'appuyer sur l'expertise métier. Donc, et pour ça, il est important qu'on se rencontre, qu'on ait l'occasion d'échanger ensemble et de partager aussi, dans un cadre de confidentialité et dans un état d'esprit convivial, ces enjeux-là pour pouvoir les adresser au mieux. Donc voilà, je compte sur vous, j'espère que vous pourrez le faire. Et puis peut-être deux derniers éclairages avant qu'on finisse et qu'on laisse la place à quelques questions s'il y en a. C'est que Franck Serre de la DREDS va vous évoquer juste après, très très rapidement, en fait, une démarche d'AMI qui est ouverte sur l'été autour de la robotique. Sachez qu'il y a aussi des environnements sur lesquels on peut regarder. On travaillera le 23 septembre. On vous présentera un petit peu plus en fait les drafts des programmes de travail en fait 2026-2027 du programme Horizon Europe, donc pour qu'on puisse vous alimenter sur cette partie-là. Il y a deux temps événementiels aussi qui peuvent être intéressants pour vous à retenir, hein. C'est le l'AIXIA en fait, donc là où on est plutôt sur des événements européens et le KETS qui aura lieu en fait, donc la dernière édition était le 20 mai, la prochaine sera en janvier 2026 en fait en Allemagne. Et puis toujours cette possibilité de vous accompagner aussi indépendamment de ces axes-là. Il y a des projets qui sont déployés au niveau de la région. Il y a le DIH Grand Est qui est porté par l'agence. J'ai évoqué les travaux de nos équipes accompagnement. Il y a aussi le cluster Enact qui peut venir intervenir sur ces sujets. Donc il y a beaucoup de possibilités de pouvoir soutenir vos démarches d'expérimentation et d'innovation. Et donc l'idée est aussi de pouvoir le faire. Et puis Franck, si tu veux, je te laisse peut-être juste dire un mot. On partagera le support, mais à l'oral sur l'AMI. Et puis si vous voulez bien, pour ceux qui sont encore connectés, cliquez sur euh, le QR code pour pouvoir répondre à la fin du formulaire et n'hésitez pas à suivre les travaux sur le groupe LinkedIn. Je prends pas le temps de partager le support, hein. Écoute, je pense que c'est un Ouais. petit peu court. Oui. Si tu Non, veux mais bien, on peut le faire à l'oral. pas de problème. Donc oui, bonjour à tous. Moi, c'est pour intervenir puisqu'il y a un appel, un AMI, donc c'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été ouvert récemment autour de la robotique et de la machine intelligente. Donc on vous aura le support qui donne un peu plus d'informations. S'il y a une chose à retenir, c'est que c'est le moyen de partager un peu vos projets, d'exprimer vos besoins. Donc il ne faut pas hésiter à postuler. Cet AMI, il servira derrière à dimensionner des appels à projets sur deux grands volets, un volet avec le développement de briques technologiques et le second qui est plus à soutenir des premières industrialisations. Donc vraiment, allez voir un peu plus la notice et le contenu et les attendus. Il y a juste un point qui est important, c'est que le délai est assez court, c'est-à-dire que il faut présenter vos projets avant fin août. Mais derrière, c'est pas parce que vous ne nous aurez pas présenté à cette AMI un projet que vous ne pourrez pas postuler aux appels à projets qui doivent être ouverts au cours du second semestre. Voilà un petit peu, si je dis en 2 minutes, l'ouverture de cette AMI. Oui, ben merci beaucoup Franck. Alors encore une fois, on vous partagera ces éléments-là en fait a posteriori. Je sais qu'il y a eu pas mal de petits problèmes de connexion. A priori, on a eu un souci avec le lien. Donc pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, soit pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, on vous transmettra aussi en fait le lien vers le replay. Et puis, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre présence. Et puis peut-être s'il y a quelques questions, on peut prendre un temps. Et merci spécifiquement à Arnaud et François pour leurs interventions. Est-ce qu'il y a quelques questions que vous souhaiteriez évoquer, soit sur les travaux de la communauté, soit spécifiquement sur les interventions d'Arnaud et François? Bonjour, c'est Eric Herman. Je n'ai pas de questions particulières, mais c'est la première fois qu'on participe à ce genre de webinaire et je trouve ça très intéressant puisqu'on a aussi l'ambition d'intégrer l'IA dans nos machines. Nous sommes fabricants de machines. Donc un grand merci à toutes les présentations qui ont été réalisées et puis surtout à l'animation. Et bien entendu, on va continuer à suivre cette initiative et participer. Merci beaucoup, Monsieur Kerman, et c'est avec grand plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres questions éventuellement? Très bien. Écoutez, si c'est bon pour tout le monde, merci beaucoup encore à tous. Et puis, on se donne rendez-vous le 23 septembre. D'ici là, un bel été à tout le monde. Profitez bien des congés et on vous transmet les éléments qu'on a évoqués, à la fois le lien vers le replay, la partie présentation. Il faudra que je revalide un élément avec François. Et puis, on vous mettra également le lien vers l'AMI en fait et le descriptif de l'AMI.
Merci. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Bon appétit. Bonne Bonne journée, au revoir. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Oui.